13-4, ce n'est pas le dernier résultat sportif, c'est depuis un peu plus d'une année, donc depuis le début 2018, le nombre de sorties d'hybrides contre celui des réflexes. Est-ce que le choix est tout de suite tranché étant donné cette différence de nouveaux modèles annoncés et disponibles sur le marché? Ou bien faut-il y réfléchir à deux fois avant de passer de votre réflexe à votre hybride? Je vous propose d'y réfléchir ensemble. Bienvenue dans ce nouvel épisode du bloc-notes photo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut voir la différence entre les hybrides et les réflexes. Les réflexes, eux, dominent le marché depuis les années 60 du dernier siècle. Autrement dit, une longue domination liée à la clarté de leur viseur, qui repose sur un système de miroir qui renvoie l'image depuis le parcours de cette image à travers l'objectif, juste après l'objectif, et le viseur donc qui est situé au-dessus de ce parcours de cette image jusqu'à la pellicule d'abord et maintenant jusqu'au capteur numérique. Différence donc puisque les hybrides, eux, de leur côté, ont supprimé tout ce système. La visée se fait uniquement à partir de l'image formée sur le capteur qui sert donc d'une part à la visée, image donc transmise au viseur lui-même, et d'autre part à la prise de vue. Regardons ce qu'il en est du marché des hybrides. On peut distinguer sur ce marché trois types d'appareils liés à leur capteur. Premier type de capteur, les micro 4 tiers, qui sont de petits capteurs mais qui permettent d'avoir aussi de petits boîtiers avec la marque Olympus et Panasonic. Second grand domaine, celui des capteurs APS-C. Trois marques ici. D'abord Canon avec la gamme EOS M. Ensuite, tous les boîtiers de chez Fuji. Je sais que Fuji produit aussi des hybrides moyen format, mais je laisse de côté ce sujet-là aujourd'hui. Et enfin, Sony, qui propose un certain nombre de boîtiers avec ses capteurs APS-C. À remarquer que du côté de Canon, Canon propose une bague pour adapter l'ensemble des objectifs de la gamme réflexe Canon pour ses boîtiers EOS M sans perte de performance. Du côté de Fuji, il y a l'ensemble des objectifs qu'on propose Fuji. Je n'oublie pas d'ailleurs pour toutes les marques, il y a aussi des objectifs compatibles, bien entendu. Et puis enfin Sony, qui a une gamme d'objectifs dédiés à ces boîtiers qui ont des capteurs APS-C, ainsi que des objectifs qui fonctionnent bien évidemment sur ces boîtiers APS-C, mais également pour les boîtiers plein format dont je vais parler dans un instant. Dernier grand marché pour le domaine des hybrides, les boîtiers équipés de capteurs plein format. Tout d'abord Sony, c'est vraiment l'historique dans ce domaine. Bien plus récemment sont venus s'ajouter sur ce marché Canon et Nikon, qui ont la particularité tous les deux de proposer une bague qui permet une compatibilité avec les objectifs de leur gamme de réflexes. Tout dernier à être arrivé sur ce marché, c'est Panasonic qui propose des boîtiers pour la monture L, une monture partagée avec Leica, mais je laisserai Leica de côté, qui s'adresse à des personnes qui ont des très gros budgets. Ceux qui choisiront cette marque le feront en conséquence. Et puis également cette monture L est partagée avec Sigma, mais Sigma a annoncé qu'il participait à ce groupe, mais n'a pas encore présenté officiellement de boîtier prêt à la vente. Je vous ai présenté brièvement tout à l'heure la différence technique entre les réflexes et les hybrides. Cette différence technique, elle a plusieurs conséquences. Une première d'ailleurs qui ne nous concerne pas vraiment, c'est pour les marques une facilité de construction parce qu'un boîtier hybride n'a pas toute cette mécanique liée à la visée avec un miroir qui doit se relever à chaque prise de vue. Mais il y a quand même beaucoup d'avantages pour l'utilisateur. Le premier, c'est la compacité. Un boîtier hybride n'emportant pas tout ce système de visée, il pèsera moins lourd, prendra moins de place. Cette compacité, il faut tout de même la pondérer car nous avons certains boîtiers réflexes qui sont aussi compacts que leurs concurrents hybrides, ou quasiment. En revanche, pour le poids,
il pèse un peu plus lourd du fait de la visée évoquée à l'instant. Autre particularité de l'hybride, je ne vais pas le qualifier d'avantage parce que vous allez voir qu'il a des avantages et quelques inconvénients encore pour l'instant. C'est grâce à cette visée qui est entièrement électronique, que ce soit sur l'écran arrière ou dans le viseur, pour la plupart des hybrides, car il est vrai qu'il y a quelques hybrides sans viseur, et bien donc ce système de visée permet un nombre d'informations affichées qui est très important. Vous pouvez avoir l'histogramme, vous pouvez avoir d'autres aides à la visée, avec le petit inconvénient, c'est de se disperser parfois dans la visée, de ne pas se concentrer sur le sujet. Il faut donc utiliser ces éléments, ces aides, avec parcimonie pour se concentrer tout de même sur le principal, le sujet que l'on souhaite photographier. Il faut reconnaître tout de même que les réflexes aujourd'hui permettent également une visée sur l'écran arrière et la plupart des réflexes possèdent un écran qui peut être orienté, donc par rapport aux hybrides, on a une égalité de fait. Cependant, si vous aimez ce type de visée et que vous y êtes habitué, ou en tout cas que vous la recherchez, eh bien vous ne la trouverez côté viseur que pour les hybrides. Il y a tout de même quelques petits éléments qui font aussi que l'hybride n'est pas parfait encore. C'est que ce type de visée électronique consomme plus d'énergie. Un réflexe est donc habituellement plus endurant qu'un hybride. Si on veut être complet, il faut reconnaître encore aujourd'hui que la plupart des hybrides possèdent un viseur qui est de moindre qualité comparé à de bons réflexes. Pourquoi cela? Eh bien, lorsque vous utilisez un hybride, vous visez à travers un écran, alors que sur un réflexe, vous visez en regardant directement l'image qui est transmise par ce jeu de miroir. Je vous l'ai dit, l'écran possède de nombreuses informations et en ce sens, il est très pratique. Mais le côté négatif de la chose, c'est que cet écran ne possède pas autant de finesse qu'une visée directe optique. Notamment, la plupart des hybrides montrent leurs limites lorsque les lumières sont très fortes. Si vous utilisez un hybride en pleine lumière, sur une plage ou simplement dans un paysage très ensoleillé, les ombres deviennent un peu plus dures qu'elles ne sont en réalité vues à travers un viseur optique. C'est encore une limite que l'on peut espérer peu à peu s'effacer grâce aux avancées techniques et aux viseurs de meilleure qualité. Autre avantage procuré par cette construction plus simple des hybrides, l'absence de visée optique, c'est la partie rafale. Si vous allez chez Canon, en prenant un réflexe plutôt haut de gamme qui est le 5D Mark IV, il offre des rafales à 7 images secondes. Du côté des hybrides, on trouve facilement 10 images secondes et certains boîtiers proposent 20 images secondes. Et chez Fuji, si vous êtes prêt à avoir un léger recadrage de l'image, vous montrez même à 30 images secondes. Autrement dit, une performance inatteignable par des boîtiers qui possèdent un miroir. Pour ceux qui recherchent ce type de fonctionnalité, c'est un réel plus. Cependant, ne comptez pas entièrement ces rafales pour réussir vos photos. Il faut aussi saisir l'instant et être prêt à déclencher au bon moment. Il vous faudra aussi compter sur une carte mémoire très rapide parce que vous imaginez bien qu'un flux de photos à 20 images secondes, voire 30 images secondes, demande une carte mémoire qui permet une écriture très rapide pour que votre appareil ne soit pas engorgé, qu'il ne puisse pas finalement écrire toutes les photos qu'il est en train de prendre. Dernier avantage lié à la construction des hybrides, c'est la possibilité de prendre des photos en mode totalement silencieux. Si on regarde dans les détails, tous les boîtiers hybrides ne le permettent pas parce qu'à la base, les boîtiers hybrides ont deux manières de prendre des photos. Première façon pour les boîtiers de faire une prise de vue, c'est utiliser un obturateur à lamelles qui fera un tout petit peu de bruit, même si ce bruit est limité. Seconde façon d'opérer pour ces boîtiers, c'est de faire une obturation qui soit électronique, c'est-à-dire seulement au niveau du capteur, et dans ces cas-là, ils seront particulièrement silencieux, absolument silencieux même. Et cela, les réflexes ne le permettent pas, même si certains sont adaptés à des prises de vue avec un son feutré, mais tout de même audible. Et pour ceux qui font de la photo de spectacle ou dans d'autres cadres où ils souhaitent rester très discrets, c'est un véritable atout. Passons maintenant au point important, si ce n'est pas essentiel, que constituent les objectifs. Pourquoi essentiel? Parce que le cœur de la photo, ce sont les objectifs. Vous allez acquérir des objectifs, et bien ces objectifs, vous allez les conserver certainement bien plus longtemps que vos boîtiers. Vous pourrez changer vos boîtiers en 2, 3, 4 ou 5 années parce que l'électronique évolue vite et les possibilités évoluent vite. En revanche, on peut facilement garder un objectif 5, 10, 15 ans, et quand je dis 5 ans, c'est vraiment encore une période très brève, facilement une dizaine d'années.
Donc le cœur de la photo, ce sont les objectifs. Et en ce sens, les hybrides apportent des nouveautés intéressantes concernant les objectifs. En premier lieu, la question de la compacité, mais je m'étais intéressé seulement à la compacité des boîtiers. Et il faut regarder celle des objectifs. Les rois en la matière, ce sont les hybrides micro 4 tiers. Si vous comparez un fourre-tout un peu complet avec 4-5 objectifs, du côté micro 4 tiers et du côté ne serait-ce qu'APS-C, vous verrez de réelles différences avec un fourre-tout beaucoup plus compact, des objectifs bien plus légers. Si vous recherchez la compacité avant tout, intéressez-vous aux hybrides micro 4 tiers, qu'ils soient Olympus ou Panasonic. Si vous regardez les autres gammes de boîtiers, que ce soit les APS-C ou les pleins formats, la compacité gagnée n'est pas la même. Et même dans certains cas, si on prend certains objectifs comparés à ceux des gammes réflexes, il n'y a pas de différence. En revanche, entre les différentes marques, il y a des réels avantages à tel ou tel objectif par rapport à tel autre. Et là, je reste dans les mêmes focales et les mêmes gammes d'objectifs. Il faut remarquer que toutes les marques ont fait des efforts concernant des zooms, et notamment des zooms d'entrée de gamme qui sont souvent rentrants quand on ne les utilise pas, de telle manière à gagner un peu de place lorsque vous les conservez dans votre fourre-tout. Cela étant, si la compacité est importante pour vous et que vous ne voulez pas pour autant prendre un micro 4 tiers, étudiez attentivement les objectifs qui vous intéressent pour savoir quel type de boîtier acheter. D'abord, si tel ou tel objectif qui vous intéresse existe dans cette marque, et ensuite, quelle est la compacité offerte ou l'absence de compacité, hélas, liée à tel ou tel objectif. Cela étant dit, surtout quand on commence à s'équiper ou qu'on réfléchit à s'équiper, on regarde avec envie les différents objectifs disponibles. Et il ne faut pas avoir la tête qui tourne en se disant je pourrais m'acheter un grand angle, puis un tel objectif, puis un objectif à portrait, et puis un autre pour la macro. Parce que le danger, c'est bien sûr de très bien s'équiper si vous avez les finances pour, mais en retour d'avoir un fourre-tout que vous ne transporterez jamais. Or, la grande promesse des hybrides par rapport aux réflexes, c'est de gagner en place. Alors si vous voulez vraiment répondre à cette possibilité offerte par les hybrides, allez jusqu'au bout. Ne soyez pas trop gourmand dans vos achats, concentrez-vous sur quelques objectifs, et là vraiment, l'hybride prend tout son sens. Enfin, concernant les objectifs, un sujet qui revient très souvent, trop souvent même, sur les forums ou aussi en vidéo, sur YouTube et ailleurs, c'est la question des bagues qui permettent de l'adaptation, les bagues de compatibilité, qui permettent par exemple d'utiliser un objectif Canon ou Nikon sur des hybrides Sony ou des hybrides Fuji, ou bien encore d'autres mélanges. Eh bien, en fait, il faut vous méfier et ne pas croire tout ce qu'on vous raconte, parce que tel ou tel qui est très content de pouvoir adapter cet objectif d'une marque sur un boîtier d'une autre marque, passera un peu sous silence le fait que vous perdez l'autofocus, que vous devez utiliser l'objectif quasiment en tout manuel, ou bien alors que l'autofocus fonctionne mais à toute petite vitesse. Bien entendu, si vous faites de la photo de paysage, si vous n'êtes pas pressé, cela conviendra. Mais si vous faites de la photo d'action, de sport, ou simplement d'un sujet un peu remuant, là vous serez fortement déçu. Et vous vous serez peut-être dit, tiens, je vais juste acheter cet hybride, une bague, plus l'objectif transstandard, et je garde tous mes autres objectifs, alors qu'en réalité, sur le terrain, ça ne marchera pas. Autrement dit, soyez méfiants, bien entendu, sachant que les bagues des grandes marques, des boîtiers adaptés aux objectifs de leurs réflexes, ne font pas partie de ma remarque. Ainsi, par exemple, chez Canon, vous avez des bagues qui permettent une compatibilité avec les objectifs réflexes et il n'y a pas de différence avec l'usage de ces mêmes objectifs sur les réflexes de la marque. C'est la même chose du côté de Nikon. En revanche, encore une fois, méfiance pour tous les autres types d'assemblage. Dans certains cas, ça fonctionnera assez bien, dans certains cas, ça fonctionnera très bien, dans d'autres, ce sera moyen. Par exemple, j'utilise des boîtiers micro 4 tiers et comme j'ai des objectifs Canon que j'utilise aussi sur des boîtiers Canon, j'ai voulu faire l'acquisition d'une bague qui permet d'adapter ces objectifs Canon sur des micro 4 tiers. Ça fonctionne pour ce qui est du contrôle du diaphragme, pas de problème. En revanche, l'autofocus, il est très hésitant. Alors pour la prise de vue vidéo, en contrôlant moi-même la mise au point, c'est bon. En revanche,
je sais que je n'utiliserai jamais ces objectifs pour de la photo ou alors de la photo très posée. Vous voyez, il ne faut pas croire à toutes les promesses et penser que cela va fonctionner dans tous les cas. Après vous avoir donné ces quelques points de réflexion qui, je l'espère, vont vous permettre de choisir en connaissance de cause, je vais vous donner 3 bonnes raisons de ne pas faire l'acquisition d'un hybride. Je reconnais, c'est un peu de la provocation, mais je crois que c'est important tout de même de les avoir à l'esprit. Premier point, ne vous attendez pas à faire de meilleures photos parce que vous aurez un hybride. Un hybride offre des nouvelles possibilités en termes d'usage, mais il ne fait pas de meilleures photos. C'est sûr que d'avoir un viseur électronique, dans certains cas, c'est plus pratique. Certains hybrides ont de réelles fonctionnalités en vidéo. Là, je suis d'accord, ça offre de nouvelles possibilités. Mais en dehors de la vidéo, vous ferez d'aussi bonnes photos avec votre réflexe, si vous avez un réflexe relativement récent, qu'avec votre hybride. Seconde raison de ne pas passer à l'hybride, si vous ne voulez pas dépenser trop, pourquoi ne pas acheter un nouvel objectif pour votre réflexe? En plus, comme beaucoup de personnes veulent passer à l'hybride, il y a de nombreux objectifs sur le marché de l'occasion à des prix très concurrentiels. C'est l'occasion de découvrir un nouveau type d'objectif, d'utiliser un objectif plus performant que celui qu'on possède et d'attendre sereinement peut-être 1, 2 ou 3 années et à ce moment-là, vous ferez le pas pour acquérir un boîtier hybride. Dernier argument, si vous voulez vraiment faire des économies, pas faire de dépenses, eh bien, achetez peut-être simplement un petit accessoire pour compléter votre fourre-tout. Et là aussi, attendez un peu avant de passer à l'hybride. Car c'est une certitude, dans quelques années, sans doute, les réflexes vont devenir ultra minoritaires et les hybrides ultra dominants. Mais en tout cas, on n'est pas obligé dès maintenant d'y passer. Si en revanche cela vous tente, allez-y, il y a de très bons boîtiers, quelles que soient les gammes, micro 4 tiers, APS-C ou plein format. Dernière chose avant de se quitter, un point important. Ne cédez pas à des phénomènes de mode. Ce n'est pas parce qu'il y a plein de personnes qui vous disent « Oh, ce boîtier, il est génial, moi avec, je réalise de superbes photos et vous verrez telle ou telle vidéo, telle ou telle photo magnifique, vous direz « Je vais faire la même chose ». Ce n'est pas le matériel qui fait le photographe, ça c'est une certitude. Ce qu'il faut, c'est trouver un boîtier qui vous convienne, avec des gammes d'objectifs qui soient utiles et intéressantes pour vous. Regardez donc ce que vous propose le marché, allez tester les appareils si vous le pouvez, au moins prenez-les en main, et au moins si vous connaissez quelqu'un qui possède un boîtier de la même marque que celle qui vous intéresse, prenez-le un peu en main, testez, et à partir de là, faites-vous votre idée. Il y a plein de bons boîtiers, l'important c'est de trouver celui qui vous convienne réellement. J'espère que ces quelques points de réflexion vous auront aidé dans votre prise de décision, que vous ayez envie de passer le pas et de prendre un boîtier hybride ou que vous souhaitiez encore attendre. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à faire vos commentaires, j'y répondrai bien volontiers, à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager. À très bientôt pour un nouvel épisode.